Nous allons offrir à cette cuisine et à cette pièce de vie un nouveau parquet, ce qui lui donnera un aspect naturel. Nous avons choisi de poser un parquet flottant, mais avant toute chose, nous allons prendre les mesures, ainsi nous pourrons commander le matériel. En calculant la superficie de la pièce, vous déterminerez ainsi la quantité de matériaux à commander. Prévoyez environ 5 à 10% supplémentaires comme marge pour compenser la perte de coupe. Vérifiez immédiatement la planéité de la surface avec une longue règle ou un niveau à bulles. Ainsi, vous saurez s'il est nécessaire d'égaliser avant de commencer. Si la règle n'épouse pas suffisamment bien le sol et si la différence de hauteur est de 5 mm ou plus, à savoir l'épaisseur d'un mètre ruban, vous devrez niveler. Car une surface plane est essentielle pour obtenir un résultat beau mais aussi durable. Nous entreposons notre parquet dans la pièce où nous allons le placer, afin qu'il puisse s'acclimater, s'adapter donc à la température et à l'humidité. Cette période va durer 48 heures, pendant laquelle l'humidité et la température doivent rester absolument stables. Prenez toutes les mesures et commandez le matériel adéquat bien à temps, afin qu'il soit disponible le cas échéant. Le fait de tout entreposer dans la pièce au moins 48 heures à l'avance permet au bois de s'adapter à la température et à l'humidité ambiante de la pièce. Et c'est important car le parquet est un produit naturel. Veillez à ce que l'emballage soit toujours fermé et placez les paquets en billets, ceci pour assurer une bonne ventilation. L'environnement ambiant doit donc rester adéquat avant, pendant et après la pose, mais l'état de votre sous-plancher lui aussi s'avère également important. Celui-ci doit être suffisamment sec pour éviter que la moisissure ne se développe sous le parquet. Comme nous travaillons ici par-dessus un ancien carrelage, il n'est pas nécessaire de prendre l'humidité en compte. Une fois la surface stable, égale et sèche, vous devrez encore la nettoyer avant de commencer à poser le sol. Traditionnellement, un parquet sera encollé. Mais ce parquet-ci peut se poser de deux manières différentes. On peut bien sûr l'encoller, mais car il a les côtés encliquables, on va également pouvoir le poser de manière flottante. Dans ce cas-ci, nous allons utiliser une sous-couche que l'on va poser de manière perpendiculaire à la direction de notre parquet. Déroulez la première rangée de la sous-couche et découpez-la à la bonne longueur. Vous devez maintenant faire en sorte que cette bande épouse parfaitement votre espace en anticipant tous les obstacles. Marquez la position et découpez-la sur mesure avec un cutter. Faites ensuite glisser le morceau à sa place qu'il s'adapte parfaitement au mur. Et pour les rangées suivantes, vous procédez de la même manière. Là où c'est nécessaire, faites des découpes pour que tout s'emboîte. Cette sous-couche de 2,5 mm d'épaisseur remplit plusieurs fonctions. Tout d'abord, elle corrige les petites irrégularités de la surface, vous offrant un sol bien plat. Elle fournit également une isolation supplémentaire. Vous n'aurez pas froid en marchant sur le parquet. En outre, cette sous-couche garantit une réduction du bruit d'au moins 21 décibels. Les bruits de pas sur le parquet, les bruits d'impact dans les pièces situées en dessous seront tous atténués. Enfin, la couche d'aluminium assure au sous-plancher une étanchéité à la vapeur. De cette façon, elle agit également comme un pare-vapeur, bloquant la remontée d'humidité et augmentant la durabilité de votre parquet. Cette sous-couche se combine parfaitement avec un chauffage par le sol. Pour une efficacité optimale, il faut que tout le sol soit recouvert. Posez les bandes avec le côté aluminium vers le haut, découpez-les à la taille de votre pièce et assurez-vous que tous les bords s'emboîtent bien. Les bandes ne doivent surtout pas se chevaucher, au risque de créer une différence de hauteur. Terminez les joints en les fixant avec un ruban adhésif imperméable, ce qui crée une sous-couche continue résistante à l'humidité et les rangées ne pourront plus bouger. Le parquet se pose généralement dans le sens de la longueur car c'est plus esthétique. Par ailleurs, en posant les planches dans le sens de la lumière, la pièce paraîtra plus longue. Pensez-y au préalable, car la sous-couche doit-elle se poser à la transversale et donc dans le sens de la largeur. Pour commencer, placez les différents paquets dans la pièce. Il sera important de les mélanger lors de la pose afin d'obtenir de belles nuances au sol. Prenez donc une planche alternativement entre chaque paquet pour poser les premières rangées. Veillez à ce qu'elle dispose de la longueur de votre espace.
La plupart des sols enclickables vont réclamer que l'on commence d'un côté ou de l'autre, car ceux-ci ne s'encliquent que dans une seule direction. Mais ce parquet enclickable permet de travailler, lui, dans les deux directions. Ce que je vais faire, c'est commencer par le côté le plus difficile, en réalisant un assemblage de 2 rangées, ainsi elles sont bien droites. Je peux également mesurer d'un côté comme de l'autre que mon dernier morceau ne sera pas trop court. Placez ces 2 premières rangées à l'endroit où vous voudriez commencer. Il est préférable de débuter par un endroit difficile de la pièce, comme une porte. De cette façon, vous pourrez déjà glisser le côté des planches sous le cadre de la porte car il sera difficile de les encliqueter une fois en dessous. On évite ainsi de se compliquer la vie. Prenez en compte le joint de dilatation et vérifiez que votre plinthe puisse le recouvrir. Assurez-vous que les planches soient également bien droites et indiquez leur position idéale sur la sous-couche. De cette façon, vous pourrez facilement vérifier qu'elles soient toujours dans la bonne position. Depuis cette position, vous pouvez mesurer dans les différentes directions. De cette façon, vous déterminez si vos murs sont parallèles à votre parquet et calculez également les pièces restantes. Et pour ce faire, divisez la distance mesurée par la largeur d'une planche. Vous pouvez retrouver cette mesure sur l'emballage, on parle de la partie visible sans la languette. Et avant de calculer, n'oubliez pas de soustraire le joint de 8 mm de votre distance. Si la valeur résiduelle, c'est-à-dire le chiffre après la virgule, est supérieure à 5, cela signifie qu'il vous reste plus de la moitié de la largeur de la planche pour la dernière rangée, ce qui est idéal. Toutefois, si cette valeur résiduelle est inférieure à 5, c'est-à-dire inférieure à une demi-planche, vous devrez recalculer pour ajuster. De cette façon, vous saurez si vous devez déplacer les premières rangées. Si vous effectuez le placement par le milieu de la pièce, vous devez évidemment calculer pour les 2 côtés. Tenez également compte des obstacles, comme les renfoncements dans le mur ou un îlot de cuisine. En mesurant et en calculant tout à l'avance, vous pouvez déterminer votre point de départ définitif. Dans notre cas, c'est au milieu de la pièce, au niveau de l'îlot de cuisine. De là, nous pouvons poursuivre dans chaque direction vers la cuisine et vers le salon. Travaillez complètement sur mesure, rangée par rangée. Posez déjà vos planches à leur place et vérifiez si elles ont besoin d'être retouchées. Marquez l'endroit où vous devez scier et tenez compte du jeu de dilatation par rapport à tous les obstacles fixes de la pièce. La meilleure façon d'effectuer des découpes, optez pour une scie sauteuse. Le parquet dispose d'une languette et rainure sur tous les côtés, facilitant l'assemblage des planches une fois coupées sur mesure. Au début de l'installation, optez pour des cales afin de maintenir un jeu de dilatation correct sur les bords. Celle-ci doit se situer à au moins 8 mm afin de pouvoir jouer avec la dilatation naturelle du bois. Placez-les entre une fois la rangée en place afin que les planches restent immobiles. Comme il s'agit d'un produit naturel, toutes les planches sont uniques, ce qui crée de légères variations entre tous les paquets. Il est donc indispensable de mélanger les planches des différents paquets, ceci afin d'obtenir un rendu beaucoup plus harmonieux. Lors de la pose, vous devez également prendre en compte le tracé des joints. Si vous optez pour un motif asymétrique, l'espace restant pour commencer ou terminer la rangée devrait être au moins de 30 cm. Ce qui est très important pour la rigidité de l'ensemble, surtout dans le cas d'une installation flottante. Veillez également à ce qu'il y ait une distance de plus de 30 cm entre les différentes extrémités pour éviter un modèle en forme d'escalier. Variez donc la taille des pièces initiales de votre rangée ou prenez une planche plus courte si nécessaire pour décaler le joint. Pour vos premières rangées, il est préférable de scier les pièces restantes sur mesure afin de créer suffisamment de variations. L'essentiel, c'est que vos joints aux extrémités soient toujours espacés d'au moins 30 cm, tant pour la solidité que pour la beauté. Et en gardant ce principe à l'esprit, commencez à installer le plancher. Préparez quelques piles de planches issues de différents paquets, prêtes à être employées. Le parquet se construit de telle sorte que sur le côté long, vous puissiez facilement encliqueter les planches adjacentes des 2 côtés. Ce système d'encliquetage intégré permet également de poser facilement le sol par le côté court.
Une fois les planches de parquet faites sur mesure, vous les fixez ou rangez déjà posées à l'aide du système de double clic. D'abord, cliquez ensemble le côté long. Ensuite, vous faites glisser la pièce jusqu'à ce que le joint de tête s'adapte parfaitement. Vous l'inclinerez alors plus facilement jusqu'à ce que la planche soit à plat. Il n'est pas nécessaire d'exercer une forte pression ni de frapper avec un marteau en caoutchouc. Toutes les pièces s'emboîtent aisément et vous obtenez un ensemble solide. Si vous le pouvez, tenez-vous sur la partie déjà posée pour cliquer la rangée suivante. Le fait d'insérer la languette de la planche dans la rainure vous permettra de travailler beaucoup plus rapidement. Nous installons un parquet semi-massif, constitué de plusieurs épaisseurs. La couche supérieure est du chêne naturel de France d'une épaisseur d'au moins 2,5 mm, posée sur une couche de bois compressé haute densité, et la couche inférieure est du pin naturel. Cela rend cette lame extrêmement stable dans le temps. Cela rend également cette lame la mieux recommandée pour la pose sur un sol chauffant. Pour pouvoir parler de parquet, en l'occurrence ici de parquet semi-solide, la couche supérieure du bois doit disposer d'une épaisseur minimale de 2,5 mm. Avec cette pose flottante et parce que vous travaillez sur deux côtés en même temps, la pièce se retrouve en un rien de temps dotée d'un nouveau revêtement de sol authentique. Les dernières rangées doivent se faire sur mesure. Vous pouvez facilement les mesurer sous les armoires de cuisine et les découper à la largeur adéquate. Si vous devez venir contre un mur plâtré, il sera préférable d'opter pour une autre méthode de travail. Disposez votre dernière rangée et faites en sorte qu'elle soit bien sur mesure selon l'espace restant. Positionnez-la maintenant sur votre parquet de manière à ce qu'elle soit parfaitement en niveau avec l'avant-dernière rangée. Vous prévoyez à présent un bloc d'ajustement ayant la largeur de votre planche, plus le joint de dilatation de 8 mm. Et avec ce bloc, vous allez ensuite longer le mur pour indiquer la largeur requise sur votre rangée affichée. De cette façon, vous suivez bien les contours du mur et votre joint sera partout identique. Comme il ne s'agit pas ici d'une ligne parfaitement droite, manipulez plutôt une scie sauteuse pour la découpe. Placez alors dans l'ordre vos planches dans leur position finale. Le joint de dilatation vous permet de les installer facilement et ce sans avoir besoin d'un tire-lame. Pour achever le plancher, il faut travailler tous les joints. Au niveau de l'îlot de cuisine et des armoires de cuisine, on opte pour une plinthe qui peut se fixer à l'aide de crochets. Du côté du mur, il est préférable de choisir des plinthes ordinaires pour recouvrir les joints. Avec un angle au coin et sur les côtés longs, vous harmonisez un lien étroit et subtil entre les différents éléments. Avec du ruban adhésif, collez les plinthes à l'angle extérieur avant de les coller au mur. De cette façon, l'angle restera bien droit jusqu'à ce que la colle ait durci. Ensuite, retirez le ruban adhésif. Vous fixez les plinthes au mur à l'aide de points de colle. De cette façon, les joints de dilatation ne sont plus visibles, mais restent toujours ouverts, ce qui leur permet de remplir leur rôle. Vous pouvez également les fixer avec un pistolet à clous. Pour dissimuler d'autres joints de dilatation avec une autre pièce ou surface, vous pouvez choisir des profilés de finition adaptés. Mais sous une ouverture de fenêtre par exemple, où il n'y a pas de place pour les plinthes, vous pouvez également opter pour des solutions créatives. Le haut d'une plinthe peut se récupérer pour créer un profilé semi-circulaire. C'est vous qui décidez de la taille du profilé. Sciez cette distance à partir du bord supérieur arrondi de votre plinthe. Manipulez une scie sur table ou une scie plongeante avec guide pour travailler bien droit. En posant ce morceau de plinthe à plat avec le trait scié vers le mur, vous venez de créer votre propre profilé de finition. Collez-le avec du mastic et votre joint est joliment achevé.
Bien que notre parquet ait un aspect naturel, il a pourtant reçu plusieurs couches d'un vernis mat. De ce fait, il n'est pas nécessaire de devoir le huiler après l'installation. De plus, ça le rend très résistant aux égratignures et son entretien est facilité puisque pour le nettoyer, il vous suffira d'un petit peu d'eau. Éventuellement, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un produit adapté. Un parquet naturel, encliquable, flottant, durable et facile à réaliser par vous-même, voilà, c'est ce que nous avons fait. Quant à moi, je vous retrouve volontiers lors de notre prochaine mission. Berry Alok. Floors for moments of joy.